toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter et les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé toujours du numérique au sein des foyers? Voilà toujours quelques questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de VO3, la version de l'IA générative de Google qui a pour nouveauté de générer du son et des images et donc le son avec des dialogues notamment. Alors, rêve ou cauchemar, on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre question du jour encore aujourd'hui. Trop de jeunes et surtout trop de jeunes filles passent à côté d'un secteur qui façonne pourtant notre quotidien, nos entreprises et même notre souveraineté. Alors que le niveau en mathématiques recule par ailleurs, que les métiers du numérique peinent à recruter et que l'intelligence artificielle bouleverse tout, une question se pose. Faut-il former les jeunes au métier de la tech dès le collège? Mais c'est justement la question qu'on va se poser aujourd'hui avec notre invitée aujourd'hui, Sylvie Roche. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la directrice générale du CRIP. On va essayer de voir avec vous comment éviter de reproduire justement les inégalités d'hier pour le monde de demain. On va voir ça, c'est un sacré sujet. On en parle dans un instant, juste après le focus. On commence déjà à parler de numérique avec un focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison grâce à la série La famille tout écran qui, vous le savez, nous est toujours proposée par notre partenaire le Clémy. On découvre tout de suite ce nouvel épisode. Non, on parle régulièrement, souvent d'innovation, d'IA, de cybersécurité, mais aussi plus rarement, malheureusement, du maillon faible de tout ça, et celui de la formation. En marge des grands salons technologiques, 14 000 directeurs informatiques et leurs équipes alertent aujourd'hui sur une réalité bien moins médiatisée. Nos entreprises ne manquent pas d'idées, elles manquent de compétences. Et si la solution se trouvait dans quelques jours, là, dans un gymnase parisien avec quelques centaines de collégiens? On se pose la question tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Notre invitée Sylvie Roche, vous êtes la directrice générale du CRIP et donc les directeurs informatiques que vous représentez au sein de ce groupement. On peut appeler ça un groupement professionnel. C'est ça. Voilà, tire aujourd'hui une sonnette d'alarme sur 2 points clés, et Dieu sait qu'ils sont essentiels, on en parle régulièrement ici. D'abord, le niveau des mathématiques des collégiens, et ensuite, la faible représentation des femmes dans le secteur technologique. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, ce sujet-là, il paraît si important pour ces 14 000 directeurs informatiques et leurs équipes que vous représentez? Alors, 14 000 membres, 12% de femmes. Et si je descends au niveau des managers, j'ai plus que 8% de femmes au sein du CRIP. Donc nous alertons et nous pensons que ça doit passer par la formation des plus jeunes. Et quand je dis des plus jeunes, je pense maternelle, école primaire. Ça doit démarrer dès cet âge-là. Oui. Parce que c'est là que tout se crée. Et je pense qu'on est tous concernés en tant que mère, profs, instituteurs. Il faut tous qu'on explique ce que sont les métiers du numérique. Métiers du numérique, on n'arrive pas à les conceptualiser. On sait ce qu'est une infirmière, un maçon, un avocat, mais informaticien, ça ne veut rien dire. Donc il faut présenter des rôles modèles et attirer les talents. Alors comment on fait ça justement? Alors, nous, depuis des années, j'incite mes membres à prendre des jeunes collégiens en stage de 3e. Et ça marche plutôt bien. On a formé près de 3500 jeunes il y a 2 ans en les incitant à aller voir ce qui se passe dans les services informatiques. Et là, cette année, nous organisons des universités au Palais des Congrès les 16 et 17 juin. Et le 17 juin, nous allons accueillir une centaine de collégiens de 5e et de 4e qui vont venir découvrir les métiers du numérique. Alors, quel métier, justement? Alors, justement, les métiers informatiques du numérique. Alors, les métiers du numérique, 24% de femmes aujourd'hui, ce qui est rien. Et si on prend les métiers techniques du numérique, donc là, je crois qu'on descend à 8%. Donc, l'idée, c'est d'accueillir ces jeunes. Donc, on fait ça avec le rectorat de Paris et je les remercie d'avoir joué le jeu. On organise des mini-universités qui vont être présentées par un alternant, un jeune qui parle aux jeunes. Et donc l'idée, c'est de leur présenter un petit film, dessin animé qui explique ce qu'est le système d'information, parce que finalement, ils ont tous un téléphone,
Ils ont tous des applications, mais qu'est-ce qui se passe entre l'application et là où je vais commander la société qui va me livrer c'est un peu magique. Ouais. Donc, on va leur expliquer ce qu'est le système d'information, comment ça marche. Et ensuite, il y aura une séquence Vie ma vie, où là, il va y avoir des femmes qui vont monter sur scène et qui vont expliquer leur parcours et qui vont dire « J'étais nulle en maths, mais maintenant je suis dans l'informatique et je m'éclate et je gagne beaucoup d'argent. » Et puis après, on leur a organisé un memory game. Donc là, ils bossent déjà avec leurs profs. On a identifié toutes les grandes familles de métiers informatiques et ils vont se balader sur le salon. Ils ont un jeu de cartes et ils vont trouver les familles. Et l'équipe gagnante va recevoir des lots. Va recevoir des lots, tout ça, effectivement, c'est avec un seul objectif, montrer que c'est possible, notamment ces métiers féminins que vous avez présentés. Exactement, montrer que c'est possible. Et puis surtout, on est à l'aube du numérique. Tout est en train d'arriver. Donc tous ces jeunes qui ne vont pas vers ces carrières vont se couper de l'économie future. Parce que le constat, il est quand même assez paradoxal. Et d'ailleurs, je le disais en introduction de l'émission, on sait maintenant, c'est prouvé que la France forme des ingénieurs absolument talentueux, reconnus dans le monde entier, et d'un autre côté, que les compétences en mathématiques des élèves ne cessent de dégringoler, notamment dans les classements internationaux, PISA par exemple. Quelles conséquences concrètes, qu'on se rende bien compte justement de ça, ça a sur l'innovation et sur la compétitivité des entreprises françaises aujourd'hui? Manque de compétences, manque de souveraineté, par exemple. Et puis aussi, innovation. Là, il y a Vivatech qui démarre, donc c'est vraiment génial, Vivatech. C'est toute l'innovation. La France est riche d'innovation, mais il faut les mettre en œuvre. Un chiffre intéressant, quand on lance un projet d'innovation, seulement 5% des projets d'innovation vont être mis en production dans la réalité d'une entreprise. Seulement 5%. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de faire avec le système d'information actuel. C'est un peu comme construire une maison neuve sur un terrain vierge ou bien prendre une vieille maison et rajouter des choses neuves. C'est beaucoup plus compliqué. C'est le problème de toutes nos boîtes du CAC 40. Elles ont un historique à gérer. Elles doivent avoir une informatique de plus en plus sécurisée. Donc l'innovation est importante, mais pas à n'importe quelle condition. Et surtout, il faut une compétence qui est toujours nouvelle, puisqu'il y a pléthore d'innovations. Eh bien, il faut que derrière, la formation suive pour avoir les compétences en fonction des solutions innovantes. Donc, c'est pas tellement, parce qu'effectivement, vous dites 5% des innovations qui sont présentées se concrétisent réellement dans les entreprises. C'est à peu près... C'est rien du tout. Non. Moi, c'est un chiffre, en tout cas, qui m'a sauté aux yeux et qui m'a posé question. Ça n'est donc pas un problème de vision. C'est pas un problème non plus d'investissement, c'est aujourd'hui un problème de compétences. Compétences, oui, bien sûr. Les compétences, c'est aujourd'hui la clé, c'est le problème dans tous les services informatiques, la gestion il y a pénurie de compétences. C'est pour ça que j'encourage tous les profs à accompagner ces jeunes à aller vers ces métiers, parce que ce sont des métiers de communication. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du code, absolument pas. On fait presque plus de code. C'est des métiers où justement on interagit avec le business. Ce sont des métiers de communication, bien au contraire. Alors en parlant de communication, justement, est-ce que ces innovations qui sont présentées notamment sur le salon Viva Technologie qui ouvre là dans quelques jours seulement, c'est que de la com ? Bien sûr que non. C'est le début c'est tout ce qui est innovant et qui est en train d'arriver. Donc, il faut être compétent pour pouvoir le mettre en fonctionnement dans les entreprises. Et là est le challenge. Mais qu'est-ce qui, par exemple, moi qui aussi ai une vision assez pauvre de ce que c'est qu'un informaticien ou qu'est-ce qui a trait à la communication ? Qu'est-ce qui a trait à ces choses qu'on n'imagine pas liées à ces métiers ? Quand je parle de communication, vous avez tous, je suis sûre, même dans vos propres organisations, un ordinateur. Le jour où il ne fonctionne pas, il faut appeler quelqu'un qui va vous aider à le réparer. Ça s'appelle un helpdesk. Eh bien, c'est du support aux utilisateurs. Ces personnes qui font ça, c'est des métiers de com. Il faut savoir parler aux clients en interne. Et ça, c'est au sein d'un service informatique. Ce sont tout un tas de professions, et puis il y a aussi évidemment toutes les professions qui sont en train de débouler autour de la gestion de la data. L'intelligence artificielle. Et là je déborde, mais c'est quand même dangereux d'imaginer que tout va être développé par des hommes, parce qu'on va encore amplifier les biais de genre.
Donc il y a un vrai lien que vous faites, en tout cas au sein du CRIP, entre le système éducatif et la pénurie de talent. Oui. Qu'on constate aujourd'hui en France. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'un Pas que le système éducatif, les parents, la société. En général. En général. Donc le sujet, justement, est presque culturel, sociétal. Exactement. C'est ce que vous faites. Est-ce que vous échangez avec le gouvernement, par exemple, avec des instances, en tout cas gouvernementales, pour vous aider justement dans ce combat-là, qui est le vôtre? Oui. Et pas plus tard que ce soir, je vais au lancement de la cartographie des entreprises du numérique françaises, qui va répertorier toutes les sociétés, tous les mouvements, toutes les associations qui sont dans le numérique, pour les identifier, pour les mettre en valeur et justement pour accentuer la souveraineté. On va continuer. L'enjeu, c'est aussi la souveraineté. Bien sûr, et souveraineté numérique, effectivement, est-ce que c'est encore trop abstrait pour les citoyens, et notamment pour les jeunes? On va en parler dans un instant. Il y a encore plein de questions à vous poser, Sylvie. On en parle dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Le Zap en images et vidéos, c'est toujours l'œil de Jean Martineau. De retour sur le plateau de l'École du Futur et toujours en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Sylvie Roche. On va continuer nos discussions dans un instant. Sylvie, d'abord, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, qui va nous parler aujourd'hui de VO3. C'est la technologie de Google qui va peut-être me remplacer ici, vous remplacer aussi, nous remplacer tous. Juste vous, Philippine. Juste. Bah écoutez, en tout cas, j'espère pas pour tout de suite, parce que cette technologie, mesdames et messieurs, elle permet de créer des vidéos entièrement faites par intelligence artificielle. Grande nouveauté, les sons
et les dialogues y sont désormais associés. Ouais, entrée dans la prochaine ère de la narration, d'après le communiqué de presse Google, passage du muet au parlant de l'IA générative, selon les mots, encore une fois, de Demi Assabi, le PDG de Google DeepMind. Tout célèbre donc l'avènement de VO3 le 20 mai 2025, l'IA qui produit donc des vidéos, sons et images inclus, entièrement artificielles, avec une qualité, on le voit ici, hallucinante, et qui donc, avec l'avènement du son, eh bien, VO3 va dépasser ses concurrents. J'entends évidemment les Sora, les Runway, les Kling, tous ces acteurs de l'IA générative qui font aussi des vidéos. Mais là, VO3 passe en pole position aux Philippines et l'engouement est évidemment mondial. Donc là, on est capable de générer un film sans aucun appel à la réalité, quelque part. Absolument, c'est exactement ça. Des séquences de 8 secondes pour l'instant sont disponibles via Gemini et la promesse n'a pas tardé à créer pléthore de vidéos qui célèbrent tous ce passage au parlant et ça donne ça. We can talk. No more silence. I can talk. We can talk as cartoons. We can talk about how magical this is. I'm a hallucination. Let's not talk. Plus aucun recours à une prise de vue réelle philippine, ni image, ni voix. Et donc, dans toutes ces vidéos qu'on peut trouver sur la toile, eh bien, incroyables sont les mouvements de caméra. Hein. Si on voit le média, on va voir un travelling aérien avec effet spécial imprimante magnifique, car toutes les imprimantes sont maléfiques, Philippine, vous le savez. Qualité des textures, du tombé des habits, qualité des reflets, des expressions faciales et de la richesse des personnages. En dernière vidéo, on voyait Moïse qui, s'il avait été influenceur, en fait, et que la séparation de la mer Rouge était top trend sur TikTok, en fait, tout ça est tout bonnement hallucinant. On va le voir dans un instant, effectivement. Donc tout ça a été généré par intelligence artificielle. Tout. De A à Z. C'est incroyable. Ouais. La fameuse imprimante. Exact, l'imprimante maléfique. Toutes les imprimantes sont maléfiques. Évidemment. Ce qu'il faut retenir de cette chronique. Est-ce que la promesse est que tout un chacun pourrait donc devenir cinéaste? Alors ça reste un travail complexe quand même, et notamment ça passe par une science du prompt que des sites qui sont des véritables manuels de techniques cinématographiques vont recenser. Notamment, on peut parler d'Ultima. Ultima, c'est un site qui va vraiment poser des bases du prompt pour les types de plans, quels mots utiliser pour avoir un plan séquence, un travelling avant, latéral, le travail du chef lumière avec la lumière vénitienne, diffuse, latérale aussi, les mouvements de caméra, panneau de tilt, plus rien n'échappera au créateur de la vidéo générée par VO3. Et donc même la déformation d'optique type fisheye est possible, tout est possible. Il n'y a pas un ingrédient cinématographique qui ne soit pas présent sur ces guides de prompt et ensuite réutilisable sur VO3. Alors justement, comment ça va impacter l'industrie du cinéma, Jeanne ? Alors toute la chaîne de la production cinématographique va évidemment y passer. Une étude de 2024 créée par l'Animation Guild, qui est donc un syndicat hollywoodien, établit que déjà 68,7% des sociétés de cinéma, télé et animation sont déjà des adopteurs précoces de la Gen AI, c'est-à-dire IA générative, et qu'à l'horizon de 2026, eh bien, 204 000 emplois pourraient être impactés, réduction ou redéfinition des postes, c'est important de parler de redéfinition aussi. Et côté production de contenu, eh bien, le risque, évidemment, c'est le deepfake, mais pour ça, Google se veut rassurant, il parle d'un watermark invisible qui serait intégré directement dans les pixels de la vidéo et difficile, si vous voulez, à contourner ou à manipuler, mais pour l'instant. Évidemment, à chaque problème, une solution pirate est trouvée. Petit à petit. Dernière question que je me pose, est-ce que ça va aussi apporter des modifications quant au récit qu'on raconte, aux profondeurs justement, ou à la narration en tout cas elle-même? Ouais, certains notent qu'en fait, il va y avoir des changements absolument profonds. Selon les professionnels du studio de production de General Motion, qui ont une excellente newsletter à laquelle il faut s'abonner, la présence de l'IA dans les contenus, associée à celle qui est présente dans les algorithmes de recommandation, ça va transformer donc la nature des récits. En fait, eh bien, on entre dans une ère où des machines vont créer des vidéos à destination de machines. Tout ça pour avoir une chance de rencontrer l'œil humain à un moment de la chaîne de production. Mon Dieu. Donc, bref, pour avoir la chance, pour qu'une vidéo ait la chance de remonter, eh bien, l'idée, c'est que le récit ne sera plus qu'un point de départ. C'est-à-dire que, en fait, pour une même histoire, il va y avoir potentiellement plusieurs versions. Il va y avoir
peut-être une version selon l'humeur de l'utilisateur, son temps disponible, son contexte d'usage, et ça va changer en fonction de ces différents facteurs. Donc, une même histoire pourra donner naissance à une version humoristique de 30 secondes ou à une analyse sérieuse de 3 minutes, finalement. Donc, en fait, les récits, nous dit cette newsletter, deviennent liquides. Ça change véritablement, en fait, à jamais notre rapport qu'on a à l'œuvre d'art, à cette espèce d'infini fermé qu'une œuvre d'art contient. Et évidemment, les émissions de télé pourraient évidemment ne pas y échapper. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue dans le futur, Philippine. Merci beaucoup, Jeanne. Pas trop. Pas tout de suite. Ouais, laissez-nous nous amuser encore un peu. On pourra faire une émission de 3 minutes ou de 28 minutes. Comme ça. Merci beaucoup. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique qui est toujours aussi instructive. On passe tout de suite à la deuxième partie du talk. Justement, comment l'intelligence artificielle redéfinit à la fois, bien sûr, nos quotidiens et puis le quotidien des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On va continuer à en parler avec vous, Sylvie Roche. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du CRIP. On a parlé du salon Vivatech. On a parlé des innovations qui sont présentées sur ce salon notamment et sur d'autres d'ailleurs et qui se concrétisent réellement à hauteur de 5% dans les entreprises avec les problèmes que ça peut poser. On a parlé de communication, etc. Et juste avant la fin de cette première partie du talk, vous me parliez de souveraineté numérique. Et ça, c'est un enjeu important, effectivement, parce que ce mot souveraineté numérique, est-ce qu'il est encore aujourd'hui trop abstrait pour les citoyens, pour les politiques ? Parfois même pour d'autres décideurs aussi, pour qu'on prenne vraiment conscience de l'enjeu que c'est, justement, et l'enjeu que vous portez aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette émission, d'avoir de plus en plus de femmes dans les métiers du numérique et de la tech, et de porter ces enjeux-là dès l'école, dès la maternelle. Alors, les métiers du numérique dès la maternelle, oui. Enfin, par rapport à votre chronique, il n'y a pas de transition à faire. Et effectivement, on voit bien que tout est numérique aujourd'hui. Donc, si on ne prend pas ce virage, on ne sera pas du tout dans le trend. Il faut y aller. Et surtout, il faut arrêter de penser que ce sont des métiers inintéressants de code et qui ne s'adressent qu'à des geeks informaticiens. Donc, le problème, il est là, c'est l'image que représente ce métier. La souveraineté, bien évidemment, si on parle de compétences, il faut des compétences françaises. Sinon, on va aller les chercher à l'étranger. Il ne faut pas oublier qu'en Asie, les jeunes filles sont très présentes dans les cursus du numérique. Donc, il faut aller chercher 50% des compétences sont en France, avec toutes ces femmes. Et vous connaissez les pourcentages de jeunes filles, par exemple en Asie, dans ces métiers-là ? Beaucoup plus important que nous. Je crois qu'on est à 34%. Ok. Ouais, c'est mieux que nous. On a encore un peu de travail. Oui, on a du boulot. Alors justement, peut-être qu'en tout cas la Chine ou ces pays qui investissent cette souveraineté numérique ont en tout cas compris cette thématique qui est peut-être encore trop abstraite pour les citoyens français. Vous le rappelez encore, c'est un enjeu autant éducatif que sociétal. À ce titre-là, faire venir des entreprises à l'école ou faire venir l'école dans l'entreprise, ça aussi c'est majeur pour vous? Oui, je pense qu'il faut arrêter de faire venir les entreprises dans les écoles parce que ça ne reste qu'une classe de plus pour l'élève. Et il est dans son petit cocon, dans son environnement, et il va laisser passer le temps, il est confortable, il écoute s'il a le temps, ou alors il va jeter un petit coup d'œil sur son téléphone. Alors que si on le sort du système éducatif et qu'on l'emmène dans le monde de l'entreprise, là, il va découvrir. Moi, j'ai vu les yeux des... On a organisé une journée avec la Banque de France qui reçoit 80 élèves tous les ans et des élèves de 4e, 3e. Et pour eux, c'est un petit côté magique de se retrouver dans la Banque de France, assis sur le stock d'or de la France. Et les métiers viennent à eux et leur expliquent ce qu'ils font au sein de la Banque de France. Et pour les jeunes, c'est instructif. Bien sûr. Ça devient concret. Alors que si on vient leur expliquer le métier dans une classe, j'y vois moins d'intérêt. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut former ces enseignants au métier de la technologie, qu'il faut aussi les acculturer et que, quelque part, les stages en entreprise pour les élèves, c'est bien, mais que les stages en entreprise pour les professeurs, c'est tout aussi important? Et nous allons avoir des professeurs qui vont accompagner les élèves aux universités, aux mini-universités du CRIP. Et on est ravis de les accueillir, justement, de leur montrer ce qu'est la réalité de ce métier.
Beaucoup de jeunes... C'est passionnant. Bien sûr. Beaucoup de jeunes filles d'ailleurs ont eu une appétence pour le numérique, pour la technologie, de plus en plus aussi maintenant pour l'intelligence artificielle. Mais malgré tout, elles ne se projettent pas dans ces carrières. Est-ce que ça, c'est une question de représentation, de manque de modèle ou profondément de culture, auquel cas le sujet serait plus grave? On a l'impression, et d'ailleurs, moi, ça fait 2 saisons que je suis sur School TV, ça fait 2 saisons qu'on ne cesse de parler de ce sujet-là, et on a l'impression que les choses ne changent pas tellement. Il y a plein de campagnes de communication qui sont faites. On présente de plus en plus de rôles modèles. Et d'ailleurs, c'est notre moyen, notre mission. Merci beaucoup, Jeanne, de les mettre en avant également, ces rôles modèles, quel que soit leur âge. Des femmes, notamment, qui innovent dans le domaine de la tech et du numérique. Mais si c'est un problème de culture, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si vous aviez les clés là, qu'est-ce que vous feriez? Je leur dirais qu'il faut qu'elles osent. Je pense que fondamentalement, les filles, globalement, elles sont dans le syndrome de l'imposteur. Elles pensent que si elles travaillent bien, on va venir leur proposer le job du siècle, etc. Non, il faut aller le chercher. Rien ne va arriver si on ne va pas chercher. Donc il faut oser, il ne faut pas se mettre de barrières, il ne faut pas s'inquiéter si on n'est pas très bon en maths, c'est pas grave. Et il faut y aller. Tout est possible. Tout est possible. Mais le syndrome de l'imposteur est un vrai problème chez les filles. C'est ce que vous constatez aussi au sein des 14 000 membres du CRIP? Oui, bien sûr, à tel point que nous payons un coach qui vient tous les mois, 1 journée par mois, coacher les membres du CRIP féminines uniquement, parce que souvent, elles ont un problème de « est-ce que je vais être assez bonne pour prendre ce nouveau job ?» Donc, il faut les coacher. Donc, problématique sociétale. Problématique sociétale, et puis les parents, les profs, tout le monde doit inciter ces jeunes filles à faire des maths. Il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour que les jeunes filles fassent en parallèle du cursus de l'éducation nationale des cours de maths en plus pour se mettre à niveau et aller... Pareil, les jeunes filles, elles ont peur d'aller vers les cursus scientifiques parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas à la hauteur. Un garçon, il ne va pas se poser la question. Ouais. Est-ce qu'il faut rendre l'intelligence artificielle obligatoire à l'école? Oui, je pense qu'il faut l'utiliser comme outil. Est-ce que ça ne pourrait pas justement aider les jeunes filles à surfer sur la vague quelque part de l'intelligence artificielle et les aider à comprendre aussi que c'est possible pour elles aussi d'embrasser des filières techniques, technologiques, en utilisant le biais, non pas forcément des mathématiques, mais plutôt d'une technologie... Une technologie, oui, tout est envisageable, mais il faut qu'elles y aillent. Elles ont des très belles carrières à faire. Ben voilà, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie Roche, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du CRIP. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve tous les jours dès demain, toujours sur School TV à 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.